c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Bonjour à tous, messieurs, dames. Bienvenue, bonjour à tous, chers amis, dans le Juste Bistrot. On est mardi, c'est le deuxième de la semaine pour un grand chelem. On continue encore, voilà, une belle semaine en perspective. Beaucoup de choses qui nous attendent. Je préfère vous le dire tout de suite, là, aujourd'hui. Ah, c'est un programme, normalement, c'est une exposition d'art contemporain. Ah oui, il y a des trucs, on va parler Jésus, Macron, transsexuel. On a quoi? Chien-chat républicain, réforme des retraites. Voilà. Tu mets tout ça dans un sac, tu secoues, et t'as l'émission de ce soir. Je peux vous dire, on a de belles choses qui arrivent, mais avant toute chose, installez-vous confortablement, les copains. Voilà, j'espère que ça va, que vous avez la banane. Voilà, ça c'est important. La banane, et puis en plus tout ça dans un contexte où c'est la folie. Voilà, le banquet démarre tel un feu de forêt dans les Landes. Voilà, pour mauvais, bon, c'est mauvais jeu de mots. Mauvais jeu de mots, mais bon, faut rire. Ça repousse, ça repoussera un jour, on sait pas. Hein, ça démarre en fanfare le banquet. Merci à tous pour votre soutien, les amis. C'est complètement zinzin, ce nouveau projet. Voilà, et je peux vous dire que la liste s'agrandit. Ah, je suis au téléphone, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il va y avoir de nouvelles personnes. Il va y avoir de nouvelles personnes pour les prochains épisodes. C'est complètement fou. Voilà, je le dis, c'est complètement fou. Et ça va continuer, ça n'est que le début. Donc merci beaucoup, chers amis. C'est pour ceux qui ont déjà pris leur abonnement à cette nouvelle revue, Le Banquet, avec la crème de la crème. C'est du Alexis Poulain, c'est du Mike Borowski, c'est du François-Xavier de Droma Economy, c'est du Johan Soliren pour l'histoire, c'est le journaliste masqué. Je peux vous dire que... Ah, on a encore relu la revue avant d'aller à l'impression. Ça chie des bulles carrées. Donc voilà, les amis, le plaisir, et c'est pas fini, ça fait plaisir. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire, les copains. Ah, voilà, c'est la régalade, c'est le but du jeu, c'est d'abord la régalade avant toute chose. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Avant ce joli programme qui nous attend pour cette émission, on est ensemble comme d'hab jusqu'à 18h30. On a tout. Merci à Gorken19 qui vient de se prime. Ça fait plaisir. Et merci également à Engrim Norseman qui a offert un abonnement à Yam4748. C'est magnifique. Alors, on commence, on papote un petit peu dans le chat, les amis. Tu as regardé le dernier verre sur Omerta. Allez, on fait la pub. On s'en fout. Hein. On n'est pas dans la concurrence. On va pas se tirer dans les pattes. Hein. Je veux dire, déjà qu'on n'est pas beaucoup, ce serait malvenu. Hein. Omerta, c'est la nouvelle chaîne qui grimpe avec Régis Le Sommier, je dis pas de bêtises. Voilà, formidable reporter. Et ils ont fait une émission présentée par André Berkoff, ça s'appelle Pour Pâques, le chocolat Lindt extra fin se transforme en un... C'est bien foutu, Diversité, bien c'est ciblé. de préserver une la première émission diversité à divers endroits. qui déboule Il dans un évidemment cadre tout à aussi fait sympa. sous le signe de Mais la bon, liberté ce là, soir. il y a du pognon, hein. T'as vu, Comme ils ont un tous bar, les ils ont un soirs, comme pianiste, ils ont tous des les choses jours, comme ça. nous serons sous Alors, le Omerta, c'est signe de chouette. la liberté. Franchement, On va chanter, c'est chouette on va comme boire, je on va sais pas comment ils cherchent leur pognon, mais c'est bien. C'est bien, ils ont fait la revue en kiosque et tout ça. Non, c'est vraiment sympa comme tout. Et c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Hein. On se démène avec nos petits bras pour faire deux revues. Ils arrivent, ils ont une chaîne YouTube, 60 000 abonnés, ils font déjà une revue, ils font tout ça, c'est génial. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. La famille s'agrandit, c'est important. Hein. C'est le but du jeu quand même. Hein. C'est le but du jeu. Hein.
Donc non, c'est chouette, c'est chouette. Bravo à Omerta. Je sais pas d'ailleurs, parce que il y a eu une histoire à un moment donné que c'était le retour de RT France. Je sais pas quoi, j'avais vu des trucs comme ça sur Twitter et compagnie, mais j'imagine que c'est des conneries. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus, parce que moi j'en ai absolument pas, vous imaginez bien. Mais j'ai vu passer ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être des conneries. Je sais pas en vérité. Je sais pas. Il y a Red Gap qui dit, tu peux pas comparer Rémi, effectivement. Non, c'est une autre salade, mais c'est vrai que pour un nouveau projet qui se monte, je sais pas qui est derrière en termes de financement, et tant mieux, hein, c'est chouette, hein. Mais c'est balèze, quoi. Il faut un truc balèze, la revue est cool, enfin, c'est vraiment du beau boulot, ça c'est important. C'est important. Euh, Red Gap qui dit ils ont des fonds que tu n'as pas. Effectivement, que je n'ai pas encore, parce que je peux vous dire que l'Empire, attention, hein, là ça déconne pas, hein. L'Empire se met sur pied. Mais justement, je sais pas comment ils ont eu leurs fonds, tu vois, parce qu'ils partent pas de zéro, donc je sais pas ce qui se passe. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et pourvu que ça dure. Tant que c'est ça, c'est pas des conneries. Donc ça, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a Dilems qui dit, par contre, il avait l'air bourré du début à la fin, Berkoff. Je j'ai pas encore regardé. J'ai regardé des bribes, des bribes, los bribes, comme on dit en espagnol. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas vu. Il faudrait que je regarde en entier. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça mériterait le voyage, comme on dit. Salut à tous dans le chat, hein, Mathieu 70 qui est là, Olivers 83 qui est là, que du plaisir, salut à tous. Voilà. Et c'est vrai que bon, on est détendu parce qu'on est ensemble, ça c'est le but du jeu, mais pendant ce temps, ça part en cacahuète à peu près partout, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est terrible. Alors il y a Nyang Daouda qui dit salut Rémi, il y a Greg Tabibian ou pas dans le banquet. J'ai envoyé le contact. On est en contact. J'ai demandé. J'ai demandé. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, il y a tous ceux qui veulent venir, en fait. C'est pas compliqué, hein. Il y a pas, en fait, la porte est ouverte. En fait, voilà, moi, je demande. Après, ceux qui veulent venir viennent. Ceux qui veulent pas viennent pas. Je peux pas. Je peux pas. Vous connaissez la maison, hein. Vous connaissez. C'est pas moi qui vais commencer à faire le tri. Moi, demain, Louis Boyard me demande. Je dis avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, bien sûr, la porte est ouverte à tout le monde. J'envoie les messages, je fais au mieux. Après, je peux pas forcer. Puis tout le monde est aussi très occupé à droite à gauche. Donc voilà, faut être humaniste. Faut être humaniste. Et voilà, c'est vraiment le but du jeu. Nous, on est preneurs. Et d'ailleurs, plus il y aura de gens d'horizons différents, plus ce sera plaisant. Donc il n'y a pas de problème, hein. Dilems qui dit Tabibian a levé 100 000 balles en 2 heures hier sur YouTube, un peu plus que 2 heures. Mais oui, c'est super. Bah, tout le monde se débrouille, hein, tu vois. Nous, on essaie de faire un truc avec les revues, avec tout ça et tout. Bon, bah là, c'est Tipeee, chacun sa technique, hein. C'est humaniste, hein. C'est humaniste et c'est vrai qu'il faut se débrouiller, hein. Faut se débrouiller, hein. Donc, non, non, c'est. Voilà, Pastis 102 qui dit abonné au banquet tchèque, merci beaucoup. Très hâte de lire le premier numéro. J'espère que Marlène Schiappa fait une préface. Déconne pas, on sait pas. On sait pas, il n'y a pas de problème. On peut essayer. On peut essayer. Il y a Monsieur Chocho qui dit, je vois bien que le mec est pas une flèche, mais je comprends pas pourquoi les gens ont une aversion aussi forte pour Louis Boyard. Je- On peut en reparler. C'est vrai on en parle beaucoup. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une aversion sur le bonhomme, hein. C'est pas une aversion pour le monsieur. C'est une aversion pour les comportements médiatiques. Euh, C'est-à-dire que il y a plusieurs exemples, mais celui que je trouve le plus marquant, c'est d'apparaître dans un clip de rap où on appelle à la mort de certains de ses collègues députés. Je trouve ça moyen, voire déplacé, hein, quitte à être un petit peu fort dans les mots choisis, mais c'est peut-être un peu, voilà. Et là, on est au-delà de être pas une flèche ou quoi, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, quoi. Pareil sur la visite de l'Assemblée, faire remporter ça comme une sorte de lot. euh, tu sais, un lot pour un concours, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, c'est gratos. Il y a une instrumentalisation. Enfin, inviter à l'Assemblée des gens qu'on a appelés à commettre des blocages. Alors, dont acte, c'est pas moi qui vais m'opposer au blocage. Mais le problème de cet appel, c'est que ça permet un fichage. C'est-à-dire que les gens qui vont envoyer des photos de blocage, potentiellement, il y aura des visages dessus. Pour les forces de l'ordre, bah, ils peuvent retomber sur les gens assez facilement. Donc, non, il y a Dilems qui dit, moi j'ai la naïveté de mettre la connerie de Louis Boyard sur sa jeunesse et son manque d'expérience. Franchement, pour être enfin, pour essayer d'être cohérent, j'essaie de faire la même lecture
que pour Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que pour Sandrine Rousseau, je pense que parce que justement Sandrine Rousseau est quelqu'un d'intelligent, elle était où elle est, j'ai vu, prof d'université. Je pense qu'elle fait ça sciemment, elle fait ça en connaissance de cause, elle a capté les règles, donc elle a compris que un buzz, hein, ou une sortie médiatique un peu marquante fera toujours plus d'effet à son auditoire que des propos réfléchis et mûris. Elle le sait, elle le sait bien. Donc je pense qu'elle joue avec les règles du jeu. Et Louis Boyard, à mon avis, c'est pareil. Je peux pas penser que ce soit un crétin. Je veux dire, il suffit de voir la séquence quand il avoue chez Hanouna avoir dealé de la drogue. On voit qu'il y a un jeu médiatique, il y a un jeu un peu de provoque, un truc comme ça. Il se fait mousser sur un plateau. Sauf qu'en face, je vous la remets la séquence parce que c'est vrai que c'est assez ridicule. Je- On va pas se mentir non plus. Mais je pense que c'est un type qui a capté les règles. Je vais vous la remontrer. C'est celle-là, la séquence. Il est chez Hanouna, il explique ça en face de lui. Parce que c'est devenu une spécialité chez Touche pas à mon poste. Déjà, le sous-titre, hein, de la séquence de l'émission. Insécurité à Marseille, le témoignage de Adem, dealer, et Nordine, repenti. Donc en face, si tu veux, il a un vrai dealer. Il a un vrai dealer qui, clairement, se fout de sa gueule, hein, qu'on soit bien d'accord. On a un vrai mec qui connaît un peu le bordel. Bon, Louis Boyard qui déboule, c'est vrai que c'est pas crédible. Hein, c'est comme si moi j'allais chez Hanouna pour justifier que je suis champion de France de pole dance. Si t'as une vraie championne en face ou un vrai champion, il se fout de ma gueule, c'est normal. Et là, c'est un petit peu pareil, tu vois. C'est un petit peu pareil. On lui en veut pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est assez ridicule. C'est assez ridicule. Mais je pense que sur ce coup-là, c'est l'illustration que Louis Boyard comprend le truc. Et qu'il joue avec ça. Peut-être que c'est même pas vrai d'ailleurs, parce que en plus, l'explication est toute pourrie. Je veux dire, ouais, j'avais pas d'argent pendant mes études, du coup, j'ai dealé. Bah, je sais pas, si t'as pas d'argent pendant tes études, tu fais comme tous les étudiants. Malheureusement, tu te démerdes, quoi. Euh, pas sûr euh, que tous les étudiants de France doivent dealer de la drogue pour s'en sortir. Enfin, c'est assez lamentable. C'est assez lamentable. Donc voilà, je pense que le monsieur, il est là-dessus, quoi. Il est là-dessus. Il fait son petit buzz, il fait des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. C'est vrai que c'est voilà, c'est assez ridicule. Ça m'énerve un petit peu, mais bon, c'est comme ça, hein. Faut s'habituer parce que on n'a pas fini. Alors après, j'ai vu dans le chat effectivement. Alors il y a Boukris49 qui veut que je regarde un short, mais 2 secondes parce que je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai autre chose à foutre en fait. Ah, je fais au mieux, mais j'arrive, bouge pas. Et si je regarde pas ça, je regarderai ça dans mon bain. J'en sais rien, mais on se détend. Parce que ça fait quand même 7 messages, hein. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Euh, Qu'est-ce que je disais? Tu vois, je perds le fil. Il m'en faut pas beaucoup en même temps. Déjà, moi, une mouche qui pète, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est jeune, voilà. Dans le chat, certains disent oui, mais il est jeune, faut l'excuser. Je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr de l'histoire parce que je trouve que c'est précisément parce qu'il est jeune qu'il a du mérite, à l'inverse. Il a du mérite d'être député parce que oui, c'est un poste exigeant et que c'est un travail tout à fait sérieux, tout à fait compliqué, et qu'au contraire, je trouve qu'il a davantage de mérite parce qu'il est jeune. J'ai pas envie de tomber dans le discours de l'excuse permanente. Vous savez, il y a toujours un facteur pour excuser les gens. Je trouve qu'au contraire, le fait qu'il soit jeune témoigne de son mérite et de l'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de lui. Là, en l'occurrence, je veux bien que le métier soit compliqué. Maintenant, ce qu'on lui reproche, ça n'est pas de ne pas maîtriser les ficelles de dossiers politiques compliqués. Ce qu'on lui reproche, c'est de faire l'influenceur, d'apparaître dans un clip de rap où il incite à la mort de ses collègues. Enfin, c'est pas une erreur de jeunesse, je veux dire. Qu'il ait 22 ans, 40 ans ou 92 balais, euh, je trouve que c'est une connerie sans nom. Donc voilà, et pour autant, je pense pas qu'il soit abruti, au contraire. Enfin, j'espère. Donc non, non, faut s'adapter, faut faire avec, faut vadrouiller. Surtout que t'es bon. Le contexte politique est pas évident quand même, hein. Parce que en face, c'est-à-dire que tout le monde se bat dans l'opposition pour essayer de gratter son petit quart d'heure, sauf que ce que les gens ne comprennent pas, et là je vous demande de vous asseoir, parce que ce que je vais vous montrer est réalisé par des professionnels. Voilà. C'est une cascade par des professionnels. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que si tu sais pas,
si t'es pas préparé, voilà. Hein. Tout ça est réalisé par des journalistes professionnels. Donc, attention, hein, on va parler de l'Express, décidément. L'Express, hein, donc il n'est jamais avare hein, d'un article, parce qu'ils ont le radar. Donc ils peuvent te dire. Ils peuvent te dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, complotisme, pas complotisme. Par exemple, sur TV Liberté, ils avaient dit hein, Macron, Poutine, Covid et médias, TV Liberté, la recette d'un virage complotiste. Fondée par d'anciens frontistes, hein, Front National, tu imagines bien, la web télé a récemment pris un tournant complotiste via son émission phare et son succès d'audience Bistro Liberté. Alors j'étais pas mécontent, votre serviteur j'avais mon nom de famille dedans. Ce que j'ai dit, je suis arrivé chez mes parents, vous avez vu, je suis dedans. Alors je suis un connard, mais je suis dedans. Ils m'ont dit d'accord. Et, et là, l'Express, ils ont fait un autre article. Alors, c'est des professionnels, c'est pour ça que je rappelle, parce que ils peuvent te dire bien, pas bien, et tout ça. Est-ce que c'est complotiste? Est-ce que c'est de la propagande? Propagande, parce que tu vois, ils avaient aussi fait un article sur André Berkoff, justement, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, André Berkoff, la mue complotiste et trumpiste d'un ancien proche de Mitterrand. Alors, c'est pas évident. Mais, et il te dit, autrefois proche de François Mitterrand, André Berkoff officie désormais sur Sud Radio. Il y promeut souvent des théories anti-vaccins, pro-Trump ou pro-Bolsonaro. L'achèvement d'une longue dérive idéologique. C'est chaud, c'est chaud. Donc, tu peux leur faire confiance. C'est-à-dire, quand tu arrives à avoir une telle hauteur de vue, que tu dis, lui, il est Trumpiste, tu sais, lui, il a une appétence pour tel ou tel dirigeant autoritaire, hein, comme qui dirait, c'est que toi, tu peux pas te soumettre à ce genre de bassesse idéologique. Jamais de la vie, tu courberas les chines devant un Trump, un Poutine ou des choses comme ça. Hein. Et là, on a eu droit à ça. Macron, ses étonnantes ambitions, son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Petit silence hein, pour que tout le monde prenne quand même la mesure hein, de ce qui se passe. C'est un article hein, qui est sorti le 12 mars 2023, comme vous pouvez le constater, écrit par une certaine Laureline Dupont, hein, qu'on embrasse naturellement. Merci à Jacques Wanix qui vient de subprime. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est un vrai article. Hein. Je vous mets le lien dans le chat, hein, sans problème. Hein. C'est sur le site de l'Express, enfin vous le voyez. Hein. Article réservé aux abonnés. Avec un peu de chance, ce sera dans l'Express de cette semaine. Alors, est-ce qu'il n'est pas sorti? Parce que c'est sur Caféine. On regarde ensemble. Hein. Je crois que ça sort le mercredi ou le jeudi, l'Express. Donc, à mon avis, c'est pas encore tout de suite. Mais je le lirai, je vous le tiendrai au courant. Hein. Non, voilà, il n'y a que celui du 9 mars pour l'instant. Mais voilà, l'Express qui te dit, il veut être, son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Alors là, c'est pas de la propagande. C'est pour ça que je vous ai mis un peu à température, pour que tout le monde soit bien conscient que, tu sais, dire ouais, quand même, l'Ukraine, bon, on peut réfléchir. Ça, c'est être poutinolâtre. Dire ouais, quand même, Donald Trump, bon, c'est bien parce qu'il transmet la parole des rednecks aux États-Unis. Ça, c'est être trumpiste. Et comparer Macron à Jésus-Christ, c'est bon. C'est l'actualité. Au cordeau. Voilà. Non, c'est pas une blague. Ishigo Bankai 38 qui demande, c'est une blague. Non, mais enfin, je sais pas comment je peux vous le prouver, hein, mais c'est le site de l'Express. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez jeter un œil. Hein. Mais c'est le site l'Express, tu vois, t'as tout. Hein. T'as tout ce qu'il faut. Hein. C'est le vrai site. Tu vois. Je vais pas m'amuser non plus à créer un faux site. Hein. C'est l'Express. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est une citation. Tu vois. Donc, c'est une citation. Le plus inquiétant, c'est qu'il cite quelqu'un qui peut-être pense réellement cela. Hein, ce qui est dit dans l'article. Alors, comme il est réservé aux abonnés, il faudra lire la revue s'ils la foutent dans l'édition de cette semaine. Et je vous tiendrai au courant. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. On se lira l'article en entier ensemble. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Tu vois. Et ils mettent ça en titre. Donc il y a quand même un choix. Il y a un choix d'aller là-dessus, quoi. Euh, c'est énorme. Et le chapeau, hein. Retraite, institution, immigration, en dehors de ses préoccupations quotidiennes, une question profonde et interdite brûle déjà les lèvres de ceux qui observent ce jeune président. Que fera-t-il quand, dans le salon doré, s'installera son successeur? Euh,
faut oser quand même, hein, parce que je dis pas que c'est pas vrai, hein. Attention, voilà, s'il y a un journaliste de l'Express, loin de moi l'idée de dire que Emmanuel Macron n'est pas Jésus. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je trouve que il est même mieux que Jésus. Voilà. Voilà, si je peux me permettre, hein, parce que pour l'instant, il y en a un qui n'a pas fini suspendu. Mais voilà, si je peux me permettre, pour moi, il est mieux. Beaucoup mieux même. Mieux, mieux. Barack Obama, un stagiaire à côté. Voilà. C'est bon, journaliste l'Express, j'ai montré patte blanche. Donc, voilà. Mais pour vous dire quand même, bon, on en est... Blague à part, par contre. Blague à part. Si on essaie d'être sérieux un petit peu. Alors, salut, hein, il y a des petits nouveaux dans le chat. Il y a SS Team PXD qui a mis un point d'interrogation. Il doit se demander ce qu'il fout là, mais merci à toi. Et Big Kid qui dit, ou alors en 2027, il aura modifié la loi pour se faire réélire une troisième fois. Déconnez pas trop quand même, hein. Déconnez pas trop quand même. Mais salut mon Big Kid, pas de problème, bien sûr. J'ai vu que tu as réagi à vif. Toi, t'es un vif du clavier, t'as bien fait. Merci à toi. Bienvenue, bienvenue naturellement. Mais non, si on arrête les blagues 3 secondes, c'est très inquiétant de voir ça. Franchement, c'est très inquiétant. Acrimed avait fait des articles déjà là-dessus. Merci à Fripouille07 qui vient de subprime. Merci beaucoup. Acrimed avait fait ça. Faudrait que je vous le retrouve. On en avait fait un article dans le Juste Mensuel où ils avaient listé en fait des expressions utilisées sur Emmanuel Macron. J'ai l'article ici, hein. C'est l'article d'Acrimed, donc, qui est l'Observatoire des médias, hein. Vraiment très intéressant si vous avez l'occasion de faire un tour. Il y a des articles vraiment très chouettes. Et ils avaient pointé du doigt un peu toutes les expressions et tout, voilà, la mise en avant de Macron. On est à ce moment-là en 2017, hein, au moment de la campagne présidentielle. Et il y a des choses qui étaient lunaires, quoi. Et rappelez-vous l'épisode de la barbe, ça on s'en rappelle, l'épisode de la barbe, euh, où il s'était laissé pousser la barbe, on avait eu des articles de partout qui avaient dit ah nanana, c'est incroyable, président de la barbe et tout, pour vous dire quoi, pour vous dire ce qui s'était passé. Euh, on a, voilà, ça c'est intéressant. Acrimed fait beaucoup de travail hein, de cette manière-là, c'est-à-dire de la statistique aussi sur la hausse du nombre d'articles, regardez quoi. Regardez par rapport aux autres candidats. En orange, je ne sais pas si vous voyez bien hein, le graphique là. Ah merde, on ne voit pas, il y a ma gueule. Là, je ne sais pas si ça va. En orange, la courbe orange sont les articles sur Emmanuel Macron. Là, c'est Benoît Hamon, au moment où il avait créé son parti Génération.s. Et puis après, ce sont les autres, quoi. Même Manuel Valls, on parle moins de lui, tu vois. Et quand tu vois la courbe des articles proposés dans la presse au sujet d'Emmanuel Macron, hein, c'est ce que dit Acrimed, hein. Pour le seul mois de février 2017, on a recensé pas moins de 80 articles dans le monde dont le titre incluait le nom du jeune baron du hollandisme. En mars, ce fut même 108. En d'autres termes, on est passé de 2 à 3 articles par jour à 3 à 4 articles par jour, moyenne sans équivalent, il va sans dire, pour les autres aspirants à l'Élysée. Donc tout ça est compté hein, par Acrimed, qui est l'observateur des médias et qui fait vraiment un super boulot. Et c'est sidérant. Vous avez cet article, alors, il est assez long, il faudrait le décortiquer. On se fera une émission spéciale, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent jeter un œil. Mais Acrimed fait vraiment un super boulot et avait suivi la campagne de 2017 et la construction du personnage Macron dans les médias, et c'était assez sidérant, assez sidérant. Et donc, qu'aujourd'hui, l'Express déboule et nous dise, enfin voilà, titre, alors bien sûr que ce soit une citation, j'en conviens, hein, mais que dans un même titre de presse, l'Express nous dit, ose comparer Emmanuel Macron à Jésus, mais c'est ahurissant, quoi. C'est vraiment ahurissant. Enfin, il faut. Je m'en remets pas. Je vous avoue que je m'en remets pas, hein. Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Et l'Express qui n'hésite pas à taper sur la tête des gens qu'ils appellent les poutinolâtres, les trumpistes, des choses comme ça, dès que quelqu'un ose rompre un petit peu avec la ligne globalement acceptée. C'est complètement dingue. Franchement, c'est complètement dingue. Je veux dire, si l'Express était un journal turc, russe, coréen du Nord ou des choses comme ça, mais que dirait-on? Que dirait-on en France? Je veux dire, c'est grossier, ça se voit. Ça se voit vraiment que
Là, ça n'est pas sérieux. Et donc, je suis désolé parce que dans l'Express, il y a vraiment, et à n'en pas douter, beaucoup de journalistes qui font super bien leur boulot, c'est clair. Mais quand on voit ce genre de titre pour un journal qui ose aujourd'hui se mettre au-dessus de la mêlée en expliquant, voilà, nous, on est la probité même, on est l'objectivité du journalisme, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, celle-là, je vous avoue que c'est une cartouche, hein. Si un jour j'ai l'honneur d'avoir mon article dans l'Express, je sais pas, j'ai agressé sexuellement un écureuil, j'ai mangé une côte de bœuf, on verra ce qu'il trouve à ce moment-là. Bah, j'ai la cartouche. Au moins, moi, j'ai pas comparé un président à Jésus. Parce que si tu dis ça de Vladimir Poutine, son destin est d'être Jésus, ah, tu fais la couverture, hein. Champion du monde des poutinolâtres. Donc, voilà, c'est ce que dit Monsieur Chocho, hein, dans le chat, hein. Là, ça a l'air d'être une citation, c'est entre guillemets, donc il y a bien un Pékin qui a sorti le truc à la base. Non, mais clairement, effectivement, ça c'est le niveau 1 de l'inquiétude. Mais le niveau 2, c'est que je veux bien, il y a des guillemets, c'est une citation, mais tu mets pas ça en titre. On parle du président de la République, enfin, même si tu cites quelqu'un, et au-delà de faire du buzz, je veux bien, mais quand même, quoi. Il y a ce qui s'appelle la déontologie, notamment quand tu fais des leçons. C'est sidérant. Franchement, c'est sidérant. Donc, et puis d'ailleurs, je trouve ça rabaissant. Voilà. Deuxième alerte, l'Express, je trouve ça rabaissant. Parce que le destin d'Emmanuel Macron n'est pas d'être Jésus. T'es pas le stagiaire. Tu joues Dieu directement. Voilà. Je pense que c'est aussi. C'est pour ça que ce titre m'embête. Voilà. Hein, pour être tout à fait précis, c'est que pour moi, le destin d'Emmanuel Macron est d'être Dieu. Et Jésus, c'est la Ligue 2. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Normalement, il est Dieu. Tu serres la main à Zeus. Tu fais la bise à Athéna. Alors, pas les slips, naturellement, le dieu. Moi, je pense que c'est ça. Et l'Express, sont-ils des anti-macronistes dernier degré? Je pose la question. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je pose la question. Je pense que, d'une certaine manière, en le comparant à Jésus, il y a peut-être une volonté d'égratigner la figure déifique de notre Emmanuel Macron national qui, à n'en pas douter, ne mérite pas la France. Il doit être président du monde, voire de l'univers. Parce que c'est vrai que parfois, il a l'air de discuter avec les aliens. Je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là. Et que nous, simples humains, on ne peut comprendre. On ne peut pas accéder à ce niveau-là de jugeote. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et c'est pour ça, moi, je suis désolé, l'Express, il lui crache à la gueule. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, mais je suis désolé, je le dis, excusez-moi d'être courageux. Je sais que ça dénote, hein. Je sais que ça dénote, mais moi, j'ai pas peur de balancer, hein. Non, mais bon, au bout d'un moment, c'est mon côté Christophe de Chavannes, hein. Hein, il y a une séquence qui a été partagée par l'ami Eric Morillo, je vous la remets parce que c'est vrai elle fait déconner quand même. Elle fait déconner. Mais moi, j'ai pas peur de balancer. Je suis comme De Chavannes. Regardez De Chavannes ce qu'il nous a fait. C'était sur Quotidien, je sais pas quand. Et c'est pour ça que peut-être certaines personnes. Je peux te dire que. Attention, hein. Le mec, il balance. Il déboule, il dit ouais, j'ose être de gauche à la télé. Putain. Non, mais ça force le respect, hein. Franchement, t'arrives au gouvernement, oui, j'ai un casier judiciaire et je l'assume. Putain, là, je peux dire que tu passes pour un hurluberlu, hein. Minimum, hein. Non, mais je pense que c'est couillu, il faut le reconnaître. Au bout d'un moment, on se moque beaucoup des gens et compagnie. Mais c'est couillu, hein. T'arrives dans les médias, tu dis, ouais, je suis de gauche, et alors, qu'est-ce qu'il y a? J'assume. J'en assumerai les conséquences. C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'il y a Twitch-Chat, alors qui casse l'ambiance, parce que, ouais, je pense que t'es aigri. Et il dit, qu'est-ce que c'est confortable d'être de gauche à 30 000 € par mois? Oh, tout de suite. Oh non! Et, et alors? Et alors? Oui, être de gauche, habiter dans le 16e, c'est possible. Hein? Bon, faut arrêter comme ça de... Hein, jaloux. C'est quoi cette haine des riches? Comme disait Roselyne Bachelot au sujet de l'affaire Palmade. C'est la haine des riches avant tout. Bien sûr. Merci à Badger Killer qui vient de sub, c'est le 11e mois, ça c'est magnifique. Qui dit que le temps passe vite, salutations mon ami, bien sûr. Fidèle parmi les fidèles, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Putain. Mais ferme ta gueule, quoi. On est de gauche. Qui peut être plus de gauche que moi, putain? Moi, je donne. Je donne dans les films, merde. Mais voilà, c'est tout.
C'est comme ça. Arrêtez avec la haine des riches, ça m'énerve. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'être de gauche et d'être riche. Quand t'as comme ça la France qui se retourne contre toi, qui dit oui, vous voulez des migrants en France, mais pas chez vous. Oh! Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ils y vont, les riches de gauche et les migrants. Ils partent aux Seychelles, ils partent aux Maldives, ils vont faire des safaris, ils savent ce que c'est, ces pays d'où viennent les gens. Ils savent peut-être même plus que toi. C'est toi qui te fermes à la culture. Ah oui, ah oui. Toi, tu te fermes à la culture. C'est vrai, ça. Toi, t'es contre l'immigration en bas de chez toi. Oui, oui. Parce que t'es pas ouvert à la culture. Alors que Christophe de Chavannes, il a fait la ferme célébrité. Il a fait je suis une célébrité, sortez-moi de là. Donc il est parti là-bas. Il connaît. Il connaît. Peut-être que Roselyne Bachelot, elle va dans des food trucks cuisine du monde. Donc elle est beaucoup plus ouverte que toi. Elle a mangé le tataki de saumon à 35 balles. Toi, tu me prends des épinards surgelés, tu fermes ta gueule, c'est tout. T'es pas ouvert à la culture, je vous l'ai déjà dit. En fait, c'est ça le truc. Je pense que c'est la haine des riches. Vous, comme ça, vous pointez du doigt, oui, Pierre Pellman, au cocaïne, il a ruiné la vie d'une famille. Ouais. Mais bon, il a prouvé la solidité des véhicules, et ça, c'est pas rien. Hein, des SUV, des choses comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être aigri. Christophe de Chavannes, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Et le mec, il déboule, il dit ouais, je suis de gauche dans les médias. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout. Toi, t'es d'extrême droite dans ton salon. Qu'est-ce que tu préfères? Voilà, arrêtez un petit peu. Non, mais c'est chiant parce que moi j'en ai un peu marre quand même. Hein. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une haine des riches. Et je mets l'instant grognon de que MIP 59 le demande. Mais c'est pas ce que je pense. Voilà, c'est comme ça. Emmanuel Macron, alors oui, banquier d'affaires chez Rothschild, mais ministre de l'économie. De gauche. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais oui, mais arrêtez. Regardez tous ces gens là. La- voilà, regardez la peste brune actuellement dans les rues de Paris là, hein, au siège de Renaissance. Ah, on tape sur la gueule, c'est normal. C'est quoi cette haine des riches, des gens qui vont manifester? Et les poubelleurs? Et les poubelleurs qui font plus leur métier? Oh! Oh, les poubelleurs! Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est vrai que bon, c'est intéressant ce qui se passe avec les poubelleurs. J'ai vu MIP 59, j'ai vu ta page. J'ai vu. Sache que ça ne m'arrange pas du tout, hein, mais je le ferai. Mais d'abord, une petite réflexion avant de sombrer dans la littérature chiapienne. Alors, il y a Boukris qui s'en va, qui dit bon, je me casse, ce stream me convient pas. Merci à toi. Merci pour les nombreux messages, c'était tout à fait sympathique. On a donc les poubelleurs qui font beaucoup de mouvements de poubelleurs à Paris, hein, vous l'avez vu. Grève reconduite d'ailleurs à ce lundi. Donc effectivement, les poubelles s'amoncellent du côté de Paris, ce qui au moins justifie pour une fois la présence euh, de... comment dire? La présence de rats dans la ville, hein, naturellement. Et c'est vrai que bon, c'est pas Jojo, mais au moins les poubelleurs, c'est le droit de grève, c'est la France. Hein. Alors, Boukris qui a dit finalement le stream me convient. Bon, ben, ça va vite, le direct de l'actu. Et j'ai vu également, bienvenue à Omnidroid 9000 qui dit bonjour, je sais, premier message, je lis bien le titre, Attali contre Macron, mais il n'est pas cucurbitacé et Schmid. On va y venir, vous inquiétez pas, on a le temps, on prend le temps de papoter. Mais là, on est sur les poubelles à Paris, c'est cocasse. Venu un matin, et il m'a dit tu veux monter à Paris ramasser les poubelles. J'ai dit franchement non, je vais pas aller à Paris ramasser les poubelles, je sais ce que c'est là-haut. Enfin, j'imagine. Donc il y en a certains, mais il y a beaucoup en fait de petits responsables qui sont partis et pas de petits ouvriers en fait. Voilà, donc effectivement, la situation est plus que problématique du côté de Paris. Mais ce qui est intéressant, est petit instant raisonnement. Vous allez comprendre. Hein. C'est vrai que c'est la crise des surmulots là, en ce moment. Hein. Ça justifie la présence des surmulots. On va essayer de retrouver, enfin, je veux retrouver une séquence. Vous vous en rappelez sûrement.
Vous allez voir où je veux en venir. Ah mince, peut-être que je l'aurai pas. La tuile, parce que c'est vrai que c'était cocasse. Oh putain, tu vois, on l'a. Oh, c'est fou, hein. C'est dingue parce que j'avais une réflexion, j'étais bien lancé, il y avait un truc qui allait se passer et je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. C'était dans l'émission avec Zemmour et Nolo sur Paris Première à l'époque. Et Éric Dupond-Moretti avait été présent dans cette séquence, peut-être vous vous en rappelez. Il y avait l'histoire où il lui dit, voilà, si les étrangers n'étaient pas là, qui ramasserait vos poubelles? C'est les étrangers qui acceptent de faire le sale boulot et tout ça. Ce à quoi Zemmour lui avait répondu, ces arguments, c'est du bidon, machin et tout ça. Et ce qui est intéressant à observer avec ce qui se passe du côté de Paris, c'est grève du côté des éboueurs, où effectivement, du côté des éboueurs, qu'on salue bien sûr, naturellement, on salue nos amis éboueurs, euh, qui est un métier plus que compliqué, où effectivement 2 ans de plus, bah, c'est quand même beau, un petit peu moins confortable que journaliste chez BFM TV, ça on peut en convenir. Mais c'est vrai que c'est un métier qui avait, comment dire, qui comptait dans ses rangs de nombreuses personnes issues de l'immigration, que ce soit dans les années 50, 60, et qu'il y avait ce bruit qui se défend de tous les côtés politiques, hein, qu'effectivement beaucoup de personnes issues de l'immigration faisaient ces métiers-là, ces métiers pénibles, et que ça avait aidé à reconstruire la France, ça avait aidé à la faire fonctionner. Sauf que les générations sont passées. Et beaucoup d'entre ces personnes, d'abord arrivées issues de l'immigration, beaucoup aujourd'hui ont été naturalisées, ou alors leurs enfants ou leurs petits-enfants ont repris le flambeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le discours politique de gauche, je caricature, hein, je vais un petit peu vite, le discours politique de gauche qui était tout heureux de s'appuyer sur cette explication-là, c'est-à-dire, voilà, regardez les métiers pénibles qui sont faits par les étrangers, sans les étrangers, la France ne fonctionnerait pas, et ce qui était l'argument de Dupond-Moretti il y a quelques années. Alors, effectivement, je vois dans le chat, hein, il y a Bamevla qui dit dans les très grandes villes, Rémi, Exit YouTube, chez moi en campagne, ce sont des blancs qui font ce boulot-là. Non, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur une question de couleur de peau, c'est là où je veux en venir, hein, justement. Euh, C'est-à-dire qu'on a la gauche qui s'appuie sur cet argument-là, et là on voit que on est un petit peu dans une ambiance prolétaire de tous les pays, unissez-vous, parce que la gauche dit oui, dans les métiers pénibles, il n'y a que des étrangers, donc ce qui justifie l'immigration. On est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun sa ligne politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que face à la dureté du grand capital, si on devient marxiste jusqu'au bout, on s'aperçoit que étrangers ou nationaux, de toute façon, sont contre la réforme des retraites, visiblement, et sont contre la réforme politique qui doit être menée en France actuellement. On voit qu'il y a une grève commune. Donc, cette excuse est en train de s'écrouler. Cette excuse s'écroule. On a cette grille de lecture qui s'écroule, et c'est assez intéressant de voir ça, de voir que cette réforme des retraites est unanimement rejetée, ce qui m'offre une transition assez bien foutue, hein, il faut le reconnaître quand même. Et c'est Jacques Attali. Merde. Jacques. Qu'est-ce qu'il fait là, Jaco? Regardez ce qu'il nous a dit, Jaco. Alors, est-ce le nouveau Che Guevara ou le nouvel antimacroniste numéro 1 de France? Je ne sais guère, mais voilà ce qu'il nous dit, Jaco. Sur la fiscalité, puisque c'est une des pistes que vous avez évoquées, sur ces fameux 13 milliards qui manquent, est-ce qu'on aurait pu, selon vous, aller chercher cet argent ailleurs? Quand on trouve facilement 500 milliards pour des tas de choses, 20 milliards pour X et 12 milliards pour Y, sans trop de difficultés, on aurait peut-être pu en chercher aussi pour ça. Moi, dans ma famille politique, qui est plutôt la gauche, je les aurais cherchés dans les impôts sur les plus riches, puisqu'on a fait un certain nombre de cadeaux aux plus riches depuis quelques années, c'est là où je les aurais cherchés. Mais encore une fois, je Mais pense concrètement, la taxe sur les super profits, par exemple? Encore une fois, non, cette taxe, elle n'existe pas et on l'utilise à toutes les sauces. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il fallait agir en priorité sur les retraites. C'est user une carte. Même en augmentant les impôts pour ça, c'était user une carte sur les impôts qu'on aurait pu utiliser pour autre chose. Je préfère, si vous voulez, si on augmente les impôts de 12 milliards, puisque vous avez été des chiffres, je préférais 1000 fois qu'on mette 12 milliards sur l'éducation que 12 milliards sur un éventuel déficit de la retraite qui est hypothétique. Putain. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou pas, hein, mais voir où on en est au point où Jacques Attali résume la vie des Français. Et il y a eu plusieurs séquences, hein, c'était sur BFM TV hier soir. Hein. Enfin, je comprends que quelqu'un qui a été éboueur, comme on l'a vu tout à l'heure,
n'aient pas envie de faire 2 ans de plus. Enfin, c'est obscène de leur demander de faire 2 ans de plus. Oui, mais Donc, on n'a pas fait assez de progrès techniques sur la gestion des déchets, parce que c'est pas rentable. On n'a pas fait assez de progrès techniques sur le travail à la chaîne, sur le travail ennuyeux dans beaucoup d'endroits, parce que c'est pas rentable. Or, il faut créer les conditions pour que le travail usant, qui est un mot générique pour dire le travail ennuyeux, pénible, en souffrance, disparaisse. Donc ça passe avant la question de la retraite. Et si on fait ce vrai effort, qui est un travail passionnant sur l'enrichissement du travail, eh bien le sujet des retraites devient, disons, moins prégnant. Alors là, heureusement que j'ai le cul sur la chaise parce que c'est vrai que il y a de quoi se fendre l'océan, hein, même le sol, hein. Et c'est vrai qu'il y a de très belles métaphores, hein, qui nous est offerte par Balvechard qui nous dit l'empereur qui met un taquet à Vador. Et effectivement, on est un petit peu là-dessus. On est un petit peu là-dessus parce que, enfin, Jacques Attali est quand même quelqu'un qui déclarait cela au sujet d'Emmanuel Macron. On est le 30 novembre 2016 sur Public Sénat. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient. Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs, parce que nous en avons souvent parlé, je pense qu'il espère être président cette fois-ci, mais je pense qu'il construit une vraie carrière et que c'est très courageux de sa part d'avoir, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autre chose, d'avoir accepté de participer à la vie démocratique. Alors, C'est vrai qu'on a un côté Palpatine, hein, dans Star Wars, pour ceux qui connaissent, hein, sur l'émergence, hein, la trajectoire d'Anakin Skywalker, qui très vite va devenir Emmanuel Macron. Bon, bah là, Jacques Attali, hein, on peut l'imaginer en coulisses, a participé à l'ascension, hein, d'Emmanuel Macron, hein, donc encore gentil, qui est devenu Emmanuel Macron méchant. Et c'est assez bluffant. Alors, effectivement, j'ai aussi vu dans le chat, qu'on soit bien d'accord, et je suis tout à fait dans cette ligne-là, KRS Off qui dit démagogie, ne soyons pas dupes. Ça, c'est clair. Effectivement, c'est un retournement de veste qui ferait rougir Manuel Valls, par exemple. Mais voilà, il y a quelque chose qui est assez surprenant, assez opportuniste, mais qui, quand même, pose la question de savoir si Emmanuel Macron n'est pas lâché par ses darons, c'est-à-dire ceux qui l'ont un peu poussé au pouvoir. On se rappelle, en 2022, Alain Minc, donc pareil, qui est un peu l'équivalent d'un Jacques Attali, c'est-à-dire ces personnes fortunées qui, en coulisses, ont les oreilles, hein, chuchotent aux oreilles des puissants, que ce soit dans les milieux économiques, culturels, financiers ou autres, et politiques, bien sûr. Et Alain Minc qui avait appelé à voter Pécresse, donc avec un succès assez sidérant, hein, dans la foulée. Mais déjà là, c'était un message qui était envoyé d'un ancien proche d'Emmanuel Macron. Et là, de voir un Attali, est-ce qu'il essaie de sauver les meubles? Bon, est-ce qu'il en a plus rien à foutre à un point où il peut dire n'importe quoi? C'est pas impossible non plus. Merci à Sabouleux qui vient de subprime, 7e mois, sublime. Rappelez-vous, Attali, c'est quand même un monsieur capable de ce genre d'intervention. Faut que je vous la remonte. Ça, qui était quand même sidérante. Je ne sais pas si vous en rappelez, le coup avec le masque, c'était à se fendre la gueule. Attendez, oh, j'arrive, bougez pas, ça va. Je cherche aussi, c'est du direct, hein, tout ça, et voilà, c'était celle-là, je l'ai, bougez pas. Et qu'un artiste est... Non, votre masque. Qu'un artiste ait le souci d'exprimer des... Voilà. Je la remets quand même pour bien prendre la jouissance, si vous voulez, de l'homme de pouvoir qui demande sans masque à quelqu'un de le remettre sur son pif. Faut oser. Qu'un artiste ait... Non, votre masque. Ouais. Qu'un artiste... Non, là, il y a quelque chose d'assez lugubre, hein, très franchement, d'assez lugubre. C'est-à-dire quelqu'un qui a une MST qui t'enfile et qui te reproche de ne pas mettre de préservatif. Tu vois. C'est un peu bordélique quand même. Je trouve pas ça. Voilà. Et l'autre qui s'exécute. Bon, après, forcément, en face, t'as quand même pas le patine, tu vois. Et c'est vrai que c'est incroyable comme séquence. Mais tu te dis, c'est cohérent. C'est cohérent car Jacques Attali, c'est un monsieur qui, en 1979, pouvait nous dire ce genre de choses à la téloche.
Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. C'est passionnant parce que, alors, loin de moi l'idée qu'on soit bien d'accord, parce que c'est vrai qu'on est toujours sous le coup d'une alerte l'Express, hein, je veux dire, pas avoir des propos trop tendancieux, hein. Comparer Macron à Jésus, ça passe, mais toi, tu peux pas faire des rapprochements. Je vous mets le lien hein, dans le chat, quelqu'un demande l'extrait. Qu'on soit bien d'accord, loin de moi l'idée de dire, ouais, Attali a annoncé le Covid-19 40 ans avant, non, non. Ce que je trouve intéressant en termes d'analyse, c'est qu'effectivement, dans son analyse, il préfigure la société du Covid. Et c'est vrai que le résumé est très intéressant. On est chez Vladimir Ilitch, un grand penseur, notamment auteur du bouquin La convivialité, hein, si jamais, petit ref, bouquin simple à lire, mais très intéressant. Enfin, court à lire, pardon, très intéressant. Et donc, on a une réflexion qui est exactement ce qu'on a vécu avec le Covid-19. C'est assez passionnant. C'est-à-dire qu'on a le règne du sanitaire et comment dire, la transformation des citoyens en leurs propres prisonniers. C'est-à-dire que par mimétisme, dans le bus, les gens mettaient mettaient le masque, pardon, dans les supermarchés, les gens mettaient le masque, à la maison, les gens mettaient le masque, par la maison où vous voulez en fait. Par mimétisme, les gens ont fait pareil. Et se sont dit, pour ressembler à la masse, je vais mettre ce masque pour ne pas passer pour un hurluberlu hors du troupeau. Et avec l'aspect sanitaire, on a un niveau d'inquiétude qu'on n'avait jamais observé jusqu'à présent. Et c'est ce qui est véritablement angoissant, ce qui a été véritablement angoissant avec le Covid. On en a beaucoup parlé sur Juste Milieu, mais de voir Jacques Attali expliquer ça 40 ans avant, comme quoi... moi, je lui fais confiance, hein. Et si aujourd'hui, il nous dit qu'effectivement, cette réforme des retraites n'était pas utile, n'était pas nécessaire à l'heure actuelle, s'il nous dit que l'argent, on pourrait le trouver dans la poche des riches, il le sait parce qu'il les fréquente tous, donc il le sait bien, tu vois. C'est quand même lui qui était interrogé par Julien à Davos. Donc, et à Davos, c'est vrai que bon, t'as peu de smicards. Peut-être pour ça qu'il y a des snipers sur des tourelles là, dans l'entrée. Donc non, il faut faire attention. Il faut être prudent. Donc, moi, je fais confiance à Jacques Attali. Je fais confiance de manière générale à la gauche, hein, notamment à Anne Hidalgo, hein, qui a été remercié par une dame. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. J'ai l'impression que oui. Si, en plus, ça a l'air vrai, parce qu'il y a plein d'autres photos. Il y a eu la nuit des fiertés, la dernière fois. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas quand c'était cette chose. Il y a eu la nuit des fiertés. Ça a eu lieu à l'Hôtel de Ville, à Paris. Ouais. Et on a eu une dame hein, qui s'appelle Issy Diamond X, qui est apparemment transsexuelle, je sais pas, je vais vous dire, j'ai vu ça sur Twitter, je suis allé vérifier quand même sur son compte, hein. Voilà, une jeune femme trans, voilà. C'est comme ça, et elle a fait la photo, hein, elle a dit,
Comment j'ai réussi à transformer l'hôtel de ville de Paris en strip club et bordel géant? La liberté guidant le peuple au milieu des ors de la République. Merci qui? Merci Anne Hidalgo pour l'invitation à la nuit des fiertés. Voilà. Et il y a plein de photos, apparemment. Bon, ça, c'est son compte. Apparemment, elle est fière. Hein. Elle est très, très fière. Et si on va sur le compte Instagram de la nuit des fiertés, tu vois, il y avait Bilal Hassani qui était là, par exemple. Et il y avait plein de gens pour la fierté. Voilà, à l'hôtel de ville de Paris, hein, qui a apparemment été transformé en bordel, d'après les dires de la dame. Voilà. À l'hôtel de ville de Paris. Donc, voilà. C'est. Non, il faut. Moi, c'est l'actualité. Hein. C'est le Juste Bistrot. Je vous donne les actualités. Et c'est la gauche. C'est la gauche. Donc, moi, je fais confiance. Hein. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est que tu fais pas confiance à la gauche, t'es poutinolâtre. T'es complotiste. T'es plein de choses. Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut être prudent, parce que c'est comme ça. Faut s'adapter. Pareil, là, c'est les républicains. Alors, je rappelle les faits. Les républicains, au moment des présidentielles 2022, pour les primaires, pour savoir qui allait être le meilleur chez eux pour prendre une branlée, ils avaient choisi Valérie Pécresse, hein, donc avec le succès qu'on connaît. Euh, bon, alors, petit, qu'au moment de la primaire, ça avait été révélé, Libération avait révélé qu'un chien avait voté. Le fameux Douglas, hein, qui en vérité d'ailleurs s'appelait peut-être même pas Douglas, mais il y a eu plein de blagues comme ça. Un chien avait voté à la primaire LR. Des journalistes avaient enquêté et montré que les conditions de vote à la primaire n'étaient pas du tout encadrées, c'était n'importe quoi. Ça allait. À ce moment-là, pas de remous chez LR. Ensuite, il y a eu l'élection du président, hein, en interne, le président de leur parti. C'est Docteur d'Enfer qui a gagné, hein, Éric Ciotti. Et à ce moment-là, ils avaient fait voter des chattes. Au nombre de 2, c'est le journal du dimanche qui avait fait cette petite blague. Ils avaient profité, là encore, du très mauvais encadrement des votes au sein des Républicains pour faire voter 2 chattes, hein, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Et à ce moment-là, les Républicains avaient dit oui, non. Je crois qu'il y avait peut-être une plainte qui a été déposée. Alors, vous l'imaginez bien, on n'a pas de nouvelles. Et les chats avaient voté et les journaux avaient montré que, enfin, le journal du dimanche a montré que c'était n'importe quoi et qu'en fait on pouvait voter avec une simple adresse mail. Enfin, c'était ridicule. Il suffisait de payer une cotisation, il n'y avait pas de vérification. Enfin, c'était n'importe quoi. Et à ce moment-là, les Républicains avaient dit ça va. Les chats, les chiens, hein, et les Scooby-Doo-Bidou. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que voilà, les Républicains, bon, avec les animaux, tu peux, ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Sabinaire44 qui dit cela est arrivé dans tous les partis. Avant, c'était les morts, ça change effectivement. Et d'ailleurs, au moment des primaires, il y avait aussi des morts, hein, ce qu'avait dit l'enquête de Libération. Il y avait des faux votes, des animaux et des morts. Enfin, ça arrive dans les autres partis, c'est pas pourtant que c'est bien. Voilà, je le rappelle. Mais ce qui est intéressant avec les Républicains, c'est que récemment, c'est-à-dire aujourd'hui en fait, Olivier Marleix, on en parlait la dernière fois et je reviendrai après sur le monsieur, Olivier Marleix a expliqué aux membres de son parti, parce qu'il est président du groupe parlementaire LR à l'Assemblée, que ceux qui voteraient une motion de censure avec les autres partis seraient exclus. Voilà. Voilà, la motion de censure qui est le dernier recours possible aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Non, ils ont dit non. Ça y est, il y a le barrage républicain. Parce que c'est bien connu, si tu votes la motion de censure du ou avec le RN, t'es nazi, en fait. T'es nazi. Ascendant à poutinolâtre. Donc là, c'est un CV, effectivement, tu ne trouves pas un travail chez Subway. Et voilà. Donc les LR, ce qui est passionnant, c'est que tu peux faire voter des chiens, des chats dans un mépris profond, bien sûr, de la démocratie. Par contre, que des députés de ton parti puissent exprimer leur désaccord avec la ligne de ton parti, je veux dire qui n'est pas obligatoire, hein, là ils sont virés. Non mais je sais que c'est pas évident, mais tu vois, faut suivre, hein. Faut suivre et du coup,
T'en as d'autres compris parti. Hein. On va en parler dans la farce tranquille demain, vous inquiétez pas. La France Insoumise, par exemple. Clémence Guettet, elle a dit pareil, ils voteront pas avec le RN. Sur le cas en Poissy, vous... Avec le Rassemblement national. Mais bien sûr. Poissy, vous réunir. Bien sûr. Non, oui. mais attends, non, on va pas se réunir avec le Rassemblement national. Mais bien sûr, on va déposer une motion de censure. On est une opposition qui s'oppose. Et d'ailleurs, c'est la différence avec le Rassemblement national, qui avait déposé vaguement une centaine d'amendements et qui s'accommode très bien des magouilles entre la droite et les macronistes. Nous, sur chaque 49.3 du budget... C'est quand même bluffant, cette logique. Alors, promis, c'est pas encore pour en mettre plein la gueule dans LFI. Là, j'étais sur LR et après, j'y reviens. Mais c'est quand même bluffant. On a une dame, Clémence Guettet, et que pour le coup, j'apprécie et que je trouve qui est celle qui est parmi les têtes médiatiques de la France Insoumise, que je trouve les plus pertinentes et les plus brillantes. Mais là, pour le coup, et parce que justement elle est brillante, c'est vraiment prendre les gens pour des poitrines de porc roulées. Parce que débouler et dire nous ne voterons pas la motion de censure avec le RN, de toute façon, qu'a fait le RN? Vaguement, ils ont fait des choses, mais ils ne s'opposent pas aux magouilles entre LREM et LR. Ben, c'est peut-être précisément pour ça qu'ils vont faire une motion de censure, en fait. Donc, si vous ne votez pas la motion de censure, elle va échouer, pour que derrière, vous puissiez dire, ben, vous avez vu, ils n'ont rien fait. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on me prenne pour un abruti. Et c'est vrai que ce n'est pas le dilemme le plus complexe de l'histoire de France. Mais faut peut-être pas abuser, quoi. Ça va leur coûter quoi à la France Insoumise? Ça va vraiment leur arracher le fion, pour être poli, d'aller voter une motion de censure avec le RN. Pendant combien de temps ils vont faire croire aux gens que voter une motion de censure avec le RN, c'est pactiser avec le diable? Alors eux, le PS et LR, en fait tout le monde. Hein, tout le monde y est allé de son escroquerie. Là, je vous ai montré Clémence Guettet, mais on a eu quelqu'un du PS il n'y a pas longtemps, je sais pas si c'est pas Boris Vallaud ou quelque chose comme ça. Faut que je vous retrouve le truc. Non, pardon, c'est Patrice Caner. Patrice Caner, président du groupe socialiste au Sénat, donc tu vois, bon. Et lui, il te dit ça. Motion de censure, je vous le confirme, puisque j'ai consulté mon collègue Boris Vallaud à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste, enfin le groupe socialiste, la gauche, présentera une motion de censure. On verra ce que fera le Front, le Front National, voilà, les autres. Donc on verra bien ce que cela peut donner. Mais là, je pense que LR ne s'y associerait pas. Donc j'ai peu de chances de voir une motion de censure passer à l'Assemblée. Parce qu'on évoque un projet de motion transpartisane. C'est-à-dire c'est-à-dire un projet de motion qui pourrait réunir et le RN et la NUPES. Non. Chacun la sienne. Il peut y avoir des votes qui arrivent sur une même motion de censure, mais il n'y aura jamais, nous ne mêlerons jamais nos voix avec le RN. Et si le RN jamais laisse les voix aux vôtres. Voilà, donc qu'on soit bien d'accord. Maintenant, bon, arrêtons de prendre des pincettes. Ils ont bien compris qu'avec les 89 députés RN, se joindre à eux, c'est s'assurer de la victoire de cette motion de censure. Et ils n'y vont pas, tout simplement, ils n'y vont pas parce qu'ils ont bien compris les règles du jeu. Les règles ont changé. Avant, c'était facile, ils s'en foutaient, ils pouvaient dire ouais, le RN, ils les ignoraient complètement. Mais maintenant, ils continuent avec leur vieux barrage à la con, alors que pensez-vous seulement que parmi les citoyens français, les gens soient débiles et ou de mauvaise foi, au point de se dire, par exemple, parmi les éboueurs, ou parmi, je sais pas, nos amis infirmières, nos amis sages-femmes, nos amis de tous les métiers plus que durs, qui aujourd'hui militent contre la réforme des retraites, pensez-vous que les ouvriers, les citoyens sont en train de se dire « Ah ben non, parce que du coup, Jean-Jacques, il a voté RN, moi j'ai voté PS, du coup je vais pas faire la grève avec lui. » Ben non, en fait. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils sont un petit peu plus intelligents que ça, et ils se disent, ben, on se mettra sur la gueule au moment des élections, mais pour l'instant, ben, comme on est des prolos, ben, on va se défendre entre prolos, si tu veux. Et que le prolo, au bout d'un moment, sa carte d'électeur, il se la range dans la poche, et il dit, ben, c'est pas grave, on va se serrer la pince, on va aller griller des pneus et des merguez ensemble, et puis on verra ce qu'il en ressort. Mais pour l'instant, on arrête de se foutre sur la gueule. Et ben, ce triste spectacle qui est donné aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, par ces tristes cires qui se comportent comme des ordures politiques, des menteurs et des gens de mauvaise foi, oublient que le peuple, et d'ailleurs non, ils ne l'oublient pas, je pense qu'ils ont bien compris que le peuple était bien plus malin qu'eux. Et que le peuple avait cet amour-propre, avait cette dignité qui lui permettait, malgré ce qu'il insère dans l'urne au moment des élections, d'avoir la dignité de se battre dans le même sens avec ses voisins, avec son collègue, sa collègue et compagnie. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Je parle de prolo, mais je veux dire, c'est pareil dans les PME, c'est pareil chez les patrons, ou je sais pas quoi, on s'en fout. Au bout d'un moment, quand les gens se combattent
battent, pas se combattent justement, quand les gens se battent dans le même sens, c'est à croire, alors, je fais preuve de naïveté, je sais que certains dans le chat vont me reprendre et ils auront sûrement raison, mais c'est à croire que c'est ce qui leur fait peur. C'est ce qui leur fait peur qu'à un moment donné, le peuple, dans la grande majorité, ou en tout cas dans une certaine proportion, en vienne à se dire, bah, on va mettre toutes nos bisbilles entre parenthèses et on va se battre. Et c'était ça les gilets jaunes. C'était ça les gilets jaunes. Tu avais un syndicaliste, tu avais un médecin, tu avais un patron de PME, tu avais un ouvrier, et des gars qui disaient, bon, toi je peux pas te blairer, t'as ton gilet CGT, toi t'as des mocassins Berxley, mais c'est pas grave en fait. Qui pour une chipot, maillot, ketchup, et on est parti. Et on va rester sur le rond-point, on va passer un samedi ensemble, ça fait chier parce que toi t'as voté Mélenchon, je peux pas te blairer, toi t'as voté Le Pen, t'es un nazi, mais c'est pas grave en fait. Parce qu'on a partagé le sandwich. Et donc, ces escrocs politiques-là, qui déboulent en vous expliquant que ah ouais, mais en fait, le barrage, c'est important, jamais nous voterons avec le RN, nous ne voulons pas être apparentés à ça. Mais en fait, vous êtes apparentés à pire. Et c'est ça qui est génial. C'est que l'histoire se souviendra de vous comme comme les personnes qui ont voulu rester debout sans penser qu'ils étaient les paillassons, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Patrice Caner, Clémence Guettet, dans ce qu'on vient de voir, enfin tous ceux qui prônent le barrage en disant ah non, on ne salit pas avec le RN, on ne se salit pas même d'ailleurs avec le RN, ben, malheureusement, c'est la phrase, ah, je l'aime bien cette phrase, je crois que c'est Marie-France Garot qui avait sorti ça au sujet de Chirac, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, c'est il se rêvait du marbre dont on fait les statues, finalement il est de la faïence dont on fait les bidets. Et c'est à peu près ça, quoi. Ils sont vraiment tous là-dessus. Et donc, ça ne laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'il ne reste plus au peuple que la violence de la rue et des actions où on comprend ce qui se passe. Et c'est-à-dire qu'au moment du Covid, on était déjà là, rappelez-vous, sur les gens en première ligne, sur les métiers en première ligne, où on applaudissait tous ceux, et à juste titre, qui étaient en première ligne face au virus, où on disait, mais c'est vrai, oh, vous vous rendez compte, quand la France s'arrête, eh ben, on voit le rôle des éboueurs, on voit le rôle des infirmiers, des urgentistes, on voit le rôle de tous ces gens-là qui ne comptent pas leur temps pour aider les autres et pour faire fonctionner le pays dans l'ombre. Là, on les a applaudis, on a dit c'est génial. Et là, il se passe quoi aujourd'hui? Bah, les éboueurs, ils disent allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Et là, vous allez voir à quoi on sert, les éboueurs. Et ils sont mignons comme nous, tous ces politiciens. Et ils sont tellement dans un niveau de bassesse permanente qu'on a quelqu'un comme Rachida Dati qui interprète ce mouvement des éboueurs comme un argument politique contre Anne Hidalgo. Le préfet de police et le ministre de l'Intérieur qui me répondront, je pense, soit ce soir, soit demain matin. Je souhaite que l'État, dans ce cas-là, prenne ses responsabilités en raison de la carence de la maire de Paris et de l'irresponsabilité de Mme Hidalgo et de ses adjoints. Il faut reprendre Paris en main en termes de santé publique et en termes de sécurité. Voilà, elle y voit, ils y voient des discours politiques, mais ils ne sont plus dans la même grille de lecture, il faut être clair. Les gens alors, je dis les gens, je ne veux pas parler à la place des gens, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, dites dans le chat ce que vous en pensez, hein. Mais qui croit encore que voter une motion de censure avec le RN, c'est pactiser avec le diable? Je suis pas sûr que la majorité des Français pensent encore cela, quoi. Et d'ailleurs, tiens, ça va peut-être être le thème du sondage demain de la farce tranquille. Ça me donne une idée. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, est-ce que le peuple, franchement, s'intéresse à ça? Est-ce que le peuple... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Tiens, ça y est, ça m'a énervé, en fait. Je suis en train de m'énerver tout seul, là. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un calcul tout con qu'il faut faire. C'est que qui va s'empêcher de voter pour le PS si le PS vote la motion de censure, sachant que personne ne vote déjà pour le PS, en fait. Ils feront pas pire. Ils étaient à 1%. Donc qu'est-ce qu'on en a à branler que le PS vote la motion de censure pour représenter la volonté du peuple? C'est-à-dire, qui va s'empêcher de voter pour un parti dont il ne vote pas déjà pour lui? C'est quand même génial. C'est quand même passionnant, quoi. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Au bout d'un moment, ça suffit des conneries, quoi. Ça suffit des conneries et ça me rend zinzin que on en arrive là. Les Républicains, c'est pareil. Je veux dire, mais les Républicains, leur électorat, il a voté en majorité pour qui au second tour?
Il y en a qui ont voté Marine Le Pen. Les mecs font du chantage à la con en disant ah non, jamais on va s'allier avec le RN. Vous vous rendez compte, les gens vont pas voter pour nous après. Mais ils votent déjà pas pour vous. Vous avez envoyé une pain-bêche en foulard Hermès, vous avez fait même pas 5%. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle joue au rugby. On dirait un petit labrador. Elle est contente comme tout à récupérer le ballon. Donc, enfin, c'est ça qui fait que les gens ne votent pas pour toi. C'est Valérie Pécresse, dire qu'elle est aussi à l'aise dans un meeting que Gérald Darmanin dans un endroit où il ne doit pas faire de chantage pour avoir des relations sexuelles. Je veux dire, on en est où, en fait? On en est où? Et ces gens-là te disent, non, mais en fait, si on s'allie avec le RN, les gens vont pas voter pour nous. Mais ils votent pas pour vous, en fait, de base. Donc vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols et vous êtes là parce que le système des législatives est complètement bidonné et que le Parti socialiste se retrouve à une quantité incroyable de postes pour un parti où ils font 1%. Ils ont fait 1% au présidentiel. C'est combien de sièges? Le PS, exactement, parce qu'avec leur escroquerie de NUPES, ils ont réussi à en avoir quelques-uns. Mais si on regarde les effectifs à l'Assemblée nationale, ah oui, mais voilà, du coup, c'est socialiste et apparenté. Alors, membre de l'intergroupe NUPES. Alors, là, il y a la case sociale. Ouais, après, là, tu as la France Insoumise. Les socialistes sont 27 à l'Assemblée nationale. Ils ont fait 1% au présidentiel. C'est pas possible. C'est pas concevable. Il y a des choses comme ça qui vont pas. Pareil au Sénat. Au Sénat, liste des sénateurs par groupe politique, ils sont où nos amis? Socialistes, écologistes et républicains. Alors ils sont tous d'un coup 64. Ils sont 64 apparentés. Mais je veux dire, comment ils peuvent être 64 alors qu'au présidentiel, ils prennent des branlées monumentales? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est comme si dans votre famille, le jour du poulet le dimanche, le gamin de 6 mois, il prend la moitié. Non, à un moment donné, Kevin, tu rends la cuisse. Parce que c'est pas à toi de la bouffer. Et là, c'est pareil. Voilà. Là, ça t'a fait fuir. Je sens que t'es socialiste. Je suis vite catalogue. Ouais, t'es sûr. Vous êtes Anne Hidalgo? Oui. Ouais, t'es sûr. Mais je pense du plus de charisme. Non, c'est pas grave. Bon, allez. À demain, mon courage. général. Allez, bleu. Énerve-toi bien encore un petit peu. Ouais. Et puis, en Je suis sous bonne garde. À demain. J'ai l'impression. Belle soirée. Donc voilà un petit peu les aléas, les coulisses de Juste Mieux, vous voyez. Donc c'est vrai, non, ça m'énerve. Je ne vais pas vous mentir, ça me rend grognon parce que c'est un chantage avec les intérêts du peuple. Je veux dire, eux qui aiment bien se cacher derrière les sondages, derrière des choses comme ça, en disant voilà, le sondage, le peuple pense ça, le machin, le bidule. Et ben c'est marrant parce que quand ça va pas dans leur sens, c'est fou comme les sondages, on s'en tartine finalement, tu vois. C'est assez sidérant. Donc, non, ça me rend grognon, je le dis. Donc, bon, on verra ce que ça va donner un petit peu tout ça, les copains. Maintenant, bon, vous l'avez vu hein, dans les médias hein, ou quoi, hein, là, ils préparent au 49-3. Il y a Gabriel Attal, il nous a dit ça. Alors, on en a parlé hier, hein, je crois qu'on en a parlé hier. Il a dit, ils veulent pas l'utiliser le 49-3. Ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est vrai. Et pour aller dans le chat, on papote, parce que c'est vrai qu'en fait, on papote ensemble, les copains. Dans le chat, il y a Joe Trembler qui dit on devrait carrément retirer le droit de voter et de penser aux méchants. Mais franchement, si on pousse le truc un petit peu, allez, osons, si on pousse le truc un petit peu, quand tu vois que dans des partis, dans des groupes parlementaires, les Républicains ou Renaissance, avec Aurore Berger qui avait fait pareil. Quand tu vois qu'on demande aux députés, on leur dit, vous votez comme vous voulez, mais si vous votez contre la ligne qui a été décidée par l'état-major du parti, vous êtes viré du parti. C'est cocasse quand même. Hein. C'est quand même cocasse. Après tout, je veux dire, effectivement, quand tu vois à quel point l'Assemblée nationale est contournée aujourd'hui, quand tu vois les sondages, alors ça dépend, en période présidentielle, le sondage, c'est l'expression de la volonté populaire. Macron à 17%, c'est un plébiscite. Là, aujourd'hui, tu as 80, enfin, entre 60, 70, 80% des Français qui se disent contre la réforme. Ah là, les sondages, on s'en branle. C'est quand même assez incroyable, quoi. C'est quand même assez passionnant. Tout à coup, les sondages, on s'en cire. En fait, non. En fait, ça dépend.
faut voir qui est aux manettes, qui est des choses comme ça. Donc non, ça me court sur le haricot. Ça me court sur le haricot, il faut le dire. Et ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Donc voilà ce qu'on pouvait se dire un petit peu là-dessus. J'ai vu, je peux pas oublier. Voilà. Déjà, et regardez, ça c'est beau ça. Les échantillons du banquet, je vais sur le bureau, j'ai tout. J'ai plein de choses. J'ai fini le bouquin, j'ai tout. Les échantillons du banquet, c'est à ça que ça ressemble, les amis, je peux vous dire que c'est vrai. On bosse avec l'imprimeur, là, il nous a fait. C'est beau. Bon, c'est un échantillon, il est tout petit. Hein. Il n'y a pas toutes les pages. Hein. On est sur plus de 50 pages à chaque numéro. Donc voilà. Et t'as vu, c'est pas mal. Hein. C'est du papier glacé et compagnie. Mais c'est pas fini. Là. Tu vois, à l'intérieur, t'as des trucs. Hein. T'as du texte et tout. Voilà. Ah, ça va être cocasse. Parce que je suis obligé. On m'oblige. MIP 59. Vous la remerciez pas, mais non. Non, faut pas remercier. Une page du livre de Marlène Schiappa. Tiens, ça va nous détendre. Ça va nous détendre, ça un petit peu. Hein, on va être pas mal. On en était où? Parce que c'est vrai que vous m'en avez fait lire des conneries. Hein, je peux vous le dire. On en est. Ah oui, en plus, je le saurais, ça allait être pas mal, ça. Les filles ont toutes une copine de fac à qui elles ont roulé une pelle pendant une soirée pyjama. Voilà. Donc, je remets le contexte. On a peut-être des petits nouveaux avec nous. Ce sont les points de chaîne juste milieu. Les points de chaîne, c'est le défi. On a 20 000 points de chaîne. On lit une page, hein, ou plusieurs, et plus si affinité, du livre de Marie Ménelli, Les Phibiens n'avalent pas. Hein, donc la couverture laisse peu de doute à ce sujet. Marie Ménelli, qui n'est autre que Marlène Schiappa, c'est son nom de plume. Hein, aux éditions La Musardine, plusieurs chefs-d'œuvre à son actif. Et apparemment, j'ai 2 pages. Oh non! Oh, vous abusez. Je fais grève. Je fais grève. C'est abusé, vous abusez. C'est trop. J'étais énervé. Il est 18h. C'est une catastrophe ce que vous faites. C'est une catastrophe. Je vais faire grève. Je vais faire grève. Vous me poussez là. Oh non, vous êtes des coquins. Vous êtes vraiment des coquins. Je fais 2 pages ce soir. Et 1 page demain. J'ai le droit. J'ai le droit. Parce que... voilà, c'est vrai que c'est pas mal 1 par jour aussi, parce que après on perd du monde. Hein. Moi j'ai des chiffres à tenir, les amis. Hein. Après je fais des bilans tout seul, du coup. Hein, faut faire attention. Donc, c'est vrai que bon, mais en même temps, je suis démocrate. Et c'est vrai que c'est la volonté populaire. Donc, là je suis. Voilà. On va faire 1 page déjà. Hein, parce qu'on en reparle déjà après cette page. Là, vous faites les malins. Attends, d'abord je me mets un coup d'eau. Oh, je parie. Bon. Dans la culture pop, la copine de fac à qui on roule des gamelles en pyjama party est un archétype de personnage incontournable. Au même titre que le meilleur ami gay ou la belle-mère relou. Dans la série Buffy contre les vampires, Allison Hannigan est purement et simplement goudou. Dans le film Sex Crime, Neve Campbell et Denise Richards s'embrassent goulûment dans une piscine, tandis que leur prof les filme. Oui, allô, la police des clichés? Ici, Marie. Dans le porno gonzo, alors là, c'est l'extase du thème. Tapez copine de fac bisexuelle et savourez la quantité d'images stéréotypées produites sur le sujet de la pom-pom girl à la copine geek, en passant par la fame. Et dans la réalité, notre copine de fac, elle s'appelait Audrey. Elle avait un carré châtain, des lunettes. Et si on l'appréciait, c'était parce qu'elle nous filait ses notes, quand on séchait. En outre, Audrey, le summum de l'intimité partagée avec elle, ça a été lors des partiels de droit constitutionnel, quand on avait nos règles, et pas de serviette hygiénique, et qu'elle nous a dépannés. Alors, pas trop déçu? Ah, je fais la deuxième. Je suis bien lancé là. Ah, je le sens bien. On a perdu 20 personnes. Hein. J'ai les stats sous les yeux, je peux vous le dire. Hein. Je vois tout. On perd du monde, mais c'est pas grave. Mais... Tant pis. Hein. Quelque part, c'est à cause de vous. Hein. Et puis après, il y aura un nouveau livre. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus on finit vite, plus il y a un autre livre. Hein. Ouais. Allez, on continue. Courage. Idée reçue numéro 14.
Les filles détestent les cunilingus. Dans une étude TNS-Sofres de 2009 sur la sexualité des Français, on apprend que 70% des hommes disent pratiquer le cunilingus et que seulement 30% des femmes déclarent se faire des cunilingus. À moins que ces 70% d'hommes lèchent tous les mêmes 30% de femmes, il y a un souci. On sait que les personnes interrogées dans les études répondent parfois ce qu'elles pensent, que les sondeurs veulent entendre. Combien de soi-disant adorateurs d'émissions culturelles citent Vol de nuit et autres anciennes émissions qui ne sont même plus diffusées à la télévision? Alors les mecs, on a la langue feignante. Argument moult fois entendu, non mais moi je ne léchais pas mon ex car elle n'aimait pas ça. Si, messieurs, vous pensez que votre nana n'aime pas le cunilingus, c'est parce que, hypothèse 1, vous n'avez jamais essayé, et ça vous arrange bien de croire qu'elle n'aime pas ça. Pas besoin de lui rendre l'appareil quand elle vous suce. Hypothèse 2, vous léchez trop mal. Allez, à la cave. Ah, quand t'as un chef-d'œuvre comme ça entre les pattes. Hein. Oh, la prochaine, elle est golden. Idée reçue numéro 15, les filles sont excitées par le pouvoir. Ah, je vous avoue que c'est peut-être la première fois que j'ai hâte quand même. Parce que bah là, c'est peut-être autobiographique. Hein. Attention. Hein. Oui, en plus, j'en ai 3. Bon, allez, on se la fait. C'est la triplette magique, allez. On se la fait, et puis après, on verra. Après, je sais pas, j'écouterai du blues. Après, j'en sais rien. Allez, courage, c'est la dernière. Le propre du cliché est qu'il néglige toujours les exceptions à la règle qu'il énonce. Prenons l'exemple de Carla Bruni, femme de qui vous savez. Si l'on prend son cas pour une généralité, on est tenté d'affirmer que les femmes sont excitées par le pouvoir. Ok, prenons un autre exemple. Sur le plateau dont n'est pas couché, dont il avait été débouté peu avant, l'inénarrable Éric Zemmour se fendit un jour d'une analyse psychologique du couple Montebourg-Pulvar, arguant que la journaliste ne serait avec l'homme politique que par attrait pour les hommes de pouvoir. Celle-ci avait alors répondu en substance qu'elle avait connu M. Montebourg alors qu'il n'était que député de Saône-et-Loire. Un job pas à proprement parler des plus glamour et qu'elle aurait pu taper plus haut si le pouvoir était réellement son moteur. Quelques années plus tard, elle a d'ailleurs prouvé que ce n'était pas le cas en annonçant à l'AFP sa rupture avec celui qui était devenu ministre du redressement productif du gouvernement Ayrault. Quant à Carla Bruni, si elle est excitée par le pouvoir, on note qu'elle est toujours mariée à Sarkozy 3 ans après sa défaite contre François Hollande à la réélection présidentielle, alors qu'il se retrouve mouillé dans de sombres histoires judiciaires. C'est intéressant parce que ça parle de politique, c'est tout de suite plus chiant en fait. On dirait son programme d'une certaine manière. Donc voilà, on a fini les 3 pages. J'en veux plus pour ce soir, je vous le dis tout de suite, j'en peux plus. Là on a fait 3, si vous faites ce que vous voulez, mais ce sera pour demain. Parce que là, on en a plein la hotte. Je préfère vous le dire tout de suite. Et puis de toute façon, de manière générale, les amis, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de cette émission? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Hein, émission Le Juste Bistrot, vous savez, c'est le rendez-vous maintenant pour finir la journée en beauté, les amis. Ah, on est pas mal. On est pas mal. C'est ça qui est sympa. En plus, j'ai faim, tiens. Je commence à avoir faim, ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ah tiens, il y a le Palmacho qui vient de sortir une vidéo. Ils vont faire une émission TF1, je sais plus quand c'est. Ils vont refaire un truc TF1. Ils viennent de sortir un extrait, hein, le zapping Netflix. Est-ce qu'on le regarde ensemble ou pas? Vous dites, pour finir en beauté, hein, on fait du react des choses, paraît-il. C'est la mode. On peut faire le react. Hein, vous dites, est-ce qu'on se le mate? C'est ce soir? Non. Mais non, c'est pas ce soir. Il y a koh sur TF1. C'est pas ce soir. Non, c'est pas ce soir. Vous me dites, c'est vendredi.
C'est vendredi. C'est vendredi. Allez, on se le mate, on regarde en beauté. Je l'ai pas vu encore. Je regarde avec vous. On se fend la gueule. Hein, nos amis du Palmacho qu'on aime bien quand même. Moi, je les aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on se fend la tronchetta. Et puis, on finit en beauté comme ça. Et puis après, je vous fais un bisou. Et puis, on finira. Vision? Genre TF1. TF1? Ah, ils Ouais, sont TF1, forts. TF1, Quelle belle TF1. promo. C'est magnifique, voilà, Palmacho. On aime bien. J'aime bien là, ce petit duo. Franchement, ils sont sympas comme tout. Ils font des trucs cool. Ils sont bonnards. Et c'est vrai que voilà, c'est dans la lignée des inconnus et compagnie, mais ils ont leur truc à eux. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa comme tout. Les amis, on arrive au bout de ce Juste Bistrot, les copains. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important. On se retrouve demain. Farce tranquille. Farce tranquille, on y est. Voilà, l'épisode le script est quasiment prêt, quasiment fini. Ça va être que du plaisir, les copains. On se retrouve demain, 18h. C'est le rendez-vous, vous le savez. N'oubliez pas le banquet. Le banquet, voilà, ça continue. Hein, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour la version papier avant le 15. Comme ça, vous serez dans les tout premiers à recevoir le numéro en papier. Vous serez sûr de l'avoir parce qu'on envoie à l'imprimeur le 15. Voilà, c'est important. Après, si tu t'abonnes le 18, il n'y a pas de problème. Mais le premier numéro, ce sera donc celui d'avril. Voilà, c'est le but du jeu. On est obligé, comme on n'est pas en kiosque, c'est du tirage, c'est calibré. Donc voilà, les copains, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain. On sera sur Twitch aussi, 16h45. On se fera un Twitch tout à fait sympa. Passez une bonne soirée. Vive la rigolade. Vive la France. À demain.